C'est une circulaire et une circulaire ne peut pas remettre en cause je vais vous lire les anomalies. Voilà ce qu'un compatriote écrit. Je partage ça avec vous. Lui, il a écrit, il a publié, et je pense que nos idées se recoupent. Il dit, Monsieur le ministre, permettez-moi de saluer l'initiative contenue dans votre lettre circulaire, numéro machin machin du 23 mai 2005, relative à la prise en charge personnelle des consommations domestiques d'eau et d'électricité par les ministres. Une telle mesure s'inscrit en effet dans une logique de responsabilisation, de justice budgétaire, de bonne gouvernance. Toutefois, dans un souci de rigueur juridique et administrative, il convient de souligner certaines irrégularités de forme et de fond, notamment sur le plan chronologique qui mérite clarification. Incohérence des dates. La lettre est datée du 23 mai 2025, mais elle annonce une mise en œuvre à compter du 15 mai. Vous voyez déjà, c'est la première anomalie. Soit avant la date de signature du document. Ça, c'est un. Juridiquement, il serait inapproprié, voire nul, d'appliquer rétroactivement une décision administrative qui n'a pas encore été formellement notifiée aux intéressés à la date de son entrée en vigueur. Le principe de sécurité juridique impose que toute décision produise ses effets à une date postérieure ou simultanée à sa publication ou notification. Absence de fondement juridique. Il aurait été utile, Monsieur le ministre, d'indiquer la base légale ou réglementaire autorisant cette modification dans la gestion des avantages liés aux fonctions ministérielles. Exemple, un décret, une ordonnance, une loi des finances. Le ministre n'a rien indiqué. Il n'a référencé sa circulaire à aucun décret, à aucune loi, à aucune ordonnance. Il a écrit comme ça. C'est une circulaire, c'est un papier volant comme ça. Le flou sur la portée de la mesure. Le texte évoque les résidences personnelles ou privées des ministres, sans préciser si cela inclut ou non les logements de fonction. Une clarification serait nécessaire pour éviter des interprétations divergentes. Je continue. Communication en amont. Pour une transition harmonieuse, il aurait été judicieux d'accompagner cette mesure d'un préavis raisonnable, permettant aux ministres concernés de s'organiser financièrement et contractuellement avec les opérateurs de la CET et de la TDE. Bon, je m'arrête là. Il y a une autre observation que je vais vous lire. La vraie question, voilà un autre compatriote, la vraie question est de savoir si les avantages dont jouissaient les ministres leur avaient été accordés par un arrêté, par une loi ou par un décret. Si c'est un arrêté, si c'est une loi, si c'est un décret, le ministre devait se référencer soit à l'arrêté, à la loi ou au décret. Et donc, on devait savoir en quelle année ça a été, ces avantages ont été accordés. Dans le cas, seul l'arrêté, dans ce cas, seul l'arrêté, seul le décret ou la loi pourrait les en priver, mais sans rétroactivité. Et donc, le ministre ne peut pas prendre une circulaire pour abroger des avantages qui ont été accordés à des ministres, soit par une loi, soit par un décret, soit par un arrêté. Donc, vous voyez comment le Togo est dirigé comme, c'est pas une épicerie de quartier. Une circulaire en droit est un acte unilatéral destiné à expliquer un texte. Une circulaire en droit est un acte unilatéral destiné à expliquer un texte. Voilà le sens et la portée d'une circulaire en droit. Elle permet à une autorité de donner des instructions à ses services ou fournir une interprétation des lois et règlements qu'elle doit appliquer. La circulaire ne crée pas des droits ou des obligations pour les administrer. Elle ne peut pas déroger aux lois ou règlements. Et donc, en l'espèce, le ministre devait au moins nous référencer sur la loi, le décret ou l'ordonnance qui a permis d'accorder ces privilèges à ces ministres. Et donc, le décret devait venir abroger ces privilèges-là. On n'a jamais eu, il n'a pas référencé, il n'a rien référencé. Donc, ça, c'est sur la forme. Ça, c'est pour la forme. Et le ministre des Finances, c'est un juriste, c'est ce que j'ai appris. C'est un juriste. Normalement, juriste qu'il est, il devait savoir que une circulaire
Il devait connaître la portée et le sens d'une circulaire. Et il devait savoir qu'une circulaire ne peut pas abroger des avantages qu'on a accordés à des gens par la loi. Mais il le fait quand même. Mais plus grave, lui qui est qui tire le cordon de la bourse dans le pays, c'est-à-dire lui qui tire la caisse du pays, il ne nous dit pas combien l'État prend en termes de finances. Combien l'État dépense chaque année pour les besoins en eau et en électricité de ces ministres-là. Pour que nous sachions qu'en abrogeant les privilèges, voilà ce que l'État engrange comme économie. Normalement, dans cette circulaire-là, le ministre devait nous dire les avantages qu'on accordait à ces ministres-là, c'est 1 milliard par an, c'est 2 milliards par an, c'est 300 millions par an, c'est 400 millions par an. Comme ça, cet argent-là va revenir dans les caisses de l'État et avec cet argent, on peut construire des écoles, on peut alimenter des bibliothèques, on peut acheter des laboratoires, on peut acheter des ambulances. Le ministre des Finances ne nous dit absolument rien sur le montant qu'il débloque au Trésor pour prendre en charge les besoins en électricité et en eau de ces ministres-là. Il ne nous dit rien. Et pourtant, c'est un ministre des Finances. C'est lui qui devait nous donner les chiffres. C'est un ministre des Finances, c'est lui qui devait nous dire la charge en électricité et en eau de ces ministres-là revient au Trésor public chaque année 2 milliards, chaque année 3 milliards. Et comme l'État est en difficulté, l'État ne peut plus consentir 3 milliards pour l'électricité des ministres, pour l'eau des ministres. Donc l'État va orienter les 3 milliards, les 2 milliards, les 1 milliard pour construire des écoles, pour construire les hôpitaux ou pour alimenter ou pour donner des bourses aux étudiants. Le ministre des Finances ne nous dit rien sur ce que cela coûte à l'État chaque année de prendre en charge les besoins de ces ministres-là. C'est quand même surprenant de la part d'un ministre des Finances qui est en plus un juriste de profession. Normalement, en tant que juriste, il ne devait pas signer une circulaire pour abroger peut-être une loi ou un décret, mais qu'en plus, en tant que ministre de l'économie et des finances, il ne nous dit rien sur ce que le Trésor dépense chaque année pour prendre en charge ces ministres-là. Donc, aujourd'hui, nous n'avons aucune assurance que cette circulaire sera prise en charge, qu'elle sera exécutée. On n'a aucune assurance. Aucun Togolais n'a aucune assurance que demain, parce qu'on n'a aucun instrument de vérification. Normalement, on devait mettre en place une commission, comme on a maintenant un Sénat, on a des députés, on peut choisir des associations des consommateurs, de la société civile, on prend 2 sénateurs, on prend 2 députés, on met une commission en place pour faire un travail et rendre compte au peuple en disant, effectivement, nous avons fait un travail, on a fait des vérifications et on a eu l'assurance que désormais, ces ministres-là payent directement eux-mêmes leur propre consommation. Donc, ce n'est qu'une commission. Normalement, c'est le travail des députés, comme on a des sénateurs maintenant, de tous ceux qui sont dans cette histoire-là, qui doivent se mettre ensemble pour procéder à une vérification de ce qui a été décidé. Donc, on n'a aucune assurance que cette histoire sera véritablement appliquée. On ne sait pas ce que ça a coûté à l'État depuis des années. On a des ministres qui ont fait 12 ans au gouvernement, 13 ans au gouvernement, 14 ans au gouvernement, 15 ans au gouvernement. Donc, pendant toutes ces années-là, ces gens-là ont consommé l'électricité, ont consommé l'eau sans payer. Mais les Togolais qui ont une seule facture, la deuxième facture qui arrive, la Suède vous coupe le courant. Et vous payez en plus les frais de coupure. Les Togolais ont une seule facture, la Suède vient, elle coupe le courant. Les Togolais qui ont une seule facture d'eau, la TDE vient, elle coupe l'eau. Et on vous fait payer encore les frais de coupure. On vous fait payer en plus les frais de coupure. C'est-à-dire, quand la Suède vient couper l'électricité chez vous, vous ne payez pas seulement la facture, elle vous fait payer les frais de coupure. Quand la TDE vient couper l'eau chez vous, elle vous fait payer les frais de coupure. Mais pendant ce temps, on a des gens qui sont restés au gouvernement pendant 17 ans, pendant 13 ans, pendant 14 ans, sans payer un seul franc de leur consommation d'électricité et d'eau. Et pourtant, c'est eux qui utilisent beaucoup plus d'eau. Vous savez que la plupart de ces ministres ont des piscines chez eux. Pour parler de la TDE, la plupart des ministres, là, ils ont des piscines dans leur maison. Et tout le monde sait comment les piscines consomment l'électricité. Une piscine, elle consomme à la fois l'électricité, elle consomme beaucoup d'eau.
Une piscine consomme à la fois beaucoup d'électricité et beaucoup d'eau. Et donc, la plupart de ces ministres ont fait construire des piscines dans leur maison. Et donc, pendant 18 ans, pendant 17 ans pour certains, pendant 15 ans pour d'autres, ils ont utilisé à fond le courant, alors que c'est eux qui sont déjà gracieusement payés par l'État et ils n'ont jamais payé les frais d'électricité, les frais d'eau. Ça, c'est une partie une facette du problème. On prend la deuxième facette du problème. Quand le ministre des Finances dit les résidences des ministres, c'est quel genre de résidence? Est-ce que c'est leur résidence principale qui leur sert de résidence de fonction ou c'est leur résidence secondaire? On sait que chez nous, les ministres ont plusieurs résidences. C'est pour ça d'ailleurs que les gens refusent de déclarer leurs biens. Donc, lesquelles de leurs résidences ne seront pas pris sont désormais privées? Il faut qu'on nous dise. Il y a des ministres qui ont 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons, 5 maisons. Lesquelles de leurs résidences ne seront plus pris en charge par l'État? Il faut qu'on nous dise. C'est pour ça que nous n'avons aucune assurance que cette histoire-là est quelque chose de sérieux. C'est ça la réalité. Autre chose, le Premier ministre lui-même, puisqu'il est maintenant Premier ministre, Faure Gnassingbé, est-ce que lui, il est concerné par la circulaire? Puisque de tous ceux qui sont là, c'est lui qui a plus de maisons au Togo. La dernière fois, on en a recensé au moins 18. Sur l'ensemble du territoire, on a recensé au moins 18 maisons de Faure Gnassingbé. On ne sait pas dans combien de maisons il dort. S'il a le don d'ubiquité, au moins, il a 18 maisons. La dernière fois qu'on a recensé, au moins 18 maisons. De Lomé à Saint-Cassé, il a au moins 18 maisons. Et toutes ces maisons utilisent le courant en permanence avec des groupes électrogènes que la CET a achetés. La CET a doté toutes les résidences de Faure Gnassingbé de groupes électrogènes avec les frais de la CET. Et donc, les résidences de Faure Gnassingbé, qui sont un peu partout sur l'ensemble du territoire, plus les résidences de son père, eux, ils vont payer ou pas? Il faut qu'on fasse un recensement de toutes les maisons de Faure pour qu'on sache de toutes ces maisons lesquelles sont éligibles ou non éligibles. Parce qu'il est aujourd'hui Premier ministre. Donc, il doit s'aligner aussi sur la décision du ministre. Parce qu'il est le premier des ministres. C'est ça la réalité. Donc, on doit savoir si de ces 18 maisons ou de ces 20 maisons, l'État ne prend en charge que 2. Le reste, il est déjà bien payé pour payer lui-même l'électricité. Parce que ce sont ces maisons de Faure Gnassingbé qui consomment plus le courant. Si on devrait normalement appliquer cette décision-là, ça devait commencer par Faure Gnassingbé lui-même. Parce que Faure Gnassingbé lui-même, il est déjà gracieusement bien payé. Donc, il n'est pas concevable que lui, il soit au-delà de cette décision, que lui ne soit pas touché par cette décision. Normalement, c'est lui qui devait dire à peuple togolais, j'ai 18 maisons, moi-même je prends désormais 2 maisons en charge. Non, l'État prend 2 maisons en charge, moi-même je vais payer les 16 maisons, je vais payer l'électricité. Pourquoi nous devons continuer par payer l'électricité des maisons que Faure a conçues un peu partout? Donc, si chaque année il construit des maisons, nous allons continuer par payer l'électricité dans ces maisons. Si chaque année, Faure Gnassingbé construit une maison, nous allons continuer par payer l'électricité dans ces maisons. Mais c'est inconcevable. C'est inconcevable. Donc, cette décision, ou cet arrêté, ou cette circulaire-là, c'est de l'enfumage